bienvenue à tout le monde pour cette nouvelle plongée analytique. Je suis votre animateur et je suis accompagné comme toujours de notre experte pour décortiquer tout ça. Salut Sam. Ouais, très heureuse d'être là aujourd'hui parce qu'on a vraiment un programme chargé. Ah ça, c'est clair. Tu sais, il nous arrive souvent d'observer le paysage politique actuel un peu comme on regarderait une boussole. C'est hyper rassurant d'avoir des repères simples, non Ève? Bah oui, on se dit, la gauche est de ce côté, la droite est de l'autre, et hop, le monde est bien rangé. Exactement. Chaque camp est censé défendre des valeurs diamétralement opposées. Mais le truc, c'est que se passe-t-il quand soudainement, la boussole s'affole complètement? Ouais, quand on voit des partis qui sont censés combattre le capitalisme applaudir dès demain la mondialisation. Voilà. Ou à l'inverse, des partis conservateurs qui défendent un libéralisme économique qui, en fin de compte, détruit les traditions qu'ils prétendent chérir. C'est à n'y rien comprendre. C'est totalement paradoxal, et c'est justement ce qu'on va aborder. L'exploration d'aujourd'hui va sérieusement secouer ses repères. On se penche sur un ouvrage paru en 2013 du philosophe Jean-Claude Michéa qui s'intitule « Les mystères de la gauche, de l'idéal des Lumières au triomphe du capitalisme absolu ». Et c'est un texte percutant, vraiment. La mission de notre analyse aujourd'hui, c'est de décrypter une thèse intellectuelle extrêmement provocatrice. Très provocatrice, ouais. Pour faire simple, l'auteur avance l'idée que le clivage traditionnel entre la gauche et la droite, c'est devenu obsolète. C'est une illusion. Et le plus fou, enfin, l'argument central, c'est que la gauche moderne, de par son idéologie originelle même, serait devenue le parfait allié, presque le moteur du capitalisme absolu. C'est le genre de postulat qui fait bondir beaucoup de monde, c'est sûr. C'est pour ça qu'il est impératif, avant même de commencer, de faire un petit avertissement d'impartialité. Les textes qu'on va aborder contiennent des analyses politiques profondément clivantes. Oui, Michéa n'épargne absolument personne, ni à gauche ni à droite. Totalement. Donc notre objectif ici, c'est absolument pas de prendre parti. On n'est pas là pour valider ces théories ou dire qui a tort ou raison. Non, le but c'est d'offrir à l'auditoire une restitution neutre et détaillée des arguments de l'auteur, juste pour nourrir la réflexion de chacun. Voilà. D'accord. Décortiquons cela ensemble. Parce que pour comprendre cette étrange alliance actuelle entre la gauche et le libéralisme économique, l'auteur nous dit qu'il faut remonter le temps, c'est ça? Exactement. Faut complètement détruire un mythe fondateur sur ce qu'était la gauche au XIXe siècle. C'est hyper contre-intuitif quand on lit les sources d'époque. Parce que, instinctivement, on associe le socialisme, les ouvriers, à la gauche. Eh ben, historiquement, c'est faux. Des figures comme Karl Marx ou Friedrich Engels ne se sont jamais définies comme des hommes de gauche. À l'époque, la gauche, ça représentait la bourgeoisie libérale et les républicains modérés. Attends, vraiment? La gauche, c'était les patrons d'industrie? Ouais, ceux qui voulaient le libre-échange et s'affranchir des lois monarchiques pour faire des affaires. Et le mouvement ouvrier, lui, se construisait en opposition frontale contre cette gauche-là. C'est un choc quand on réalise ça. Mais c'était juste une opposition théorique ou... Ah non, c'était sanglant. Les sources rappellent un fait historique majeur. Les répressions les plus féroces du mouvement ouvrier ont été ordonnées par cette même gauche républicaine et libérale. Ah ouais, tu parles de 1848, c'est ça? Tout à fait. Les journées de juin 1848, noyées dans le sang par le général républicain Cavaignac, et bien sûr la Commune de Paris en 1871. Écrasé par Adolphe Thiers. Voilà. Et le tout sous les applaudissements de la droite réactionnaire. Il y a un détail dans le texte qui m'a scotché. C'est à propos d'Émile Zola. Aujourd'hui, on voit Zola comme l'homme de gauche ultime, le défenseur des opprimés. Ouais, avec Germinal, l'affaire Dreyfus. Sauf qu'à l'époque de la Commune, ce même Zola écrivait des chroniques parlementaires où il idolâtrait l'action d'Adolphe Thiers. Le mec venait de massacrer des milliers d'ouvriers parisiens et Zola l'encensait. C'est un peu comme découvrir que le garde champêtre censé protéger le village est en fait celui qui a allumé le premier incendie. C'est une super analogie. Ça montre à quel point le fossé était énorme. Mais du coup, une question critique se pose. Si le mouvement ouvrier socialiste et la gauche bourgeoise se détestaient à ce point-là, comment ils ont fini par s'allier? C'est arrivé plus tard, à l'aube du XXe siècle, pendant l'affaire Dreyfus. Mais c'était purement tactique, c'était défensif. Pour contrer la droite? Oui, il y avait une vraie menace de coup d'État de la part de la droite monarchiste et cléricale. Donc le mouvement ouvrier, avec Jaurès notamment, a fait une alliance de circonstances avec la gauche bourgeoise pour sauver la République. Ok, je comprends l'urgence tactique, mais une alliance tactique, normalement, ça se dissout une fois le danger passé. Comment ça a pu se transformer en une fusion idéologique permanente pour tout le reste du XXe siècle? Le ciment de cette fusion, ça a été une philosophie partagée.
Un socle commun qui remonte aux Lumières, la religion du progrès. Ah, le fameux progrès avec un grand P. Exactement. C'est l'idée abstraite qu'il y a un sens de l'histoire irrésistible, que l'humanité avance forcément de la barbarie vers un avenir radieux grâce à la raison et la science. Et cette idée-là, ça a contaminé le mouvement socialiste? Totalement. Même le marxisme s'est mis à adopter cette vision linéaire. Marx et Engels ont fini par voir la grande industrie capitaliste non pas juste comme une horreur absolue, mais comme une étape historiquement nécessaire. Genre, il faut passer par l'enfer des usines géantes pour espérer atteindre la société d'abondance plus tard? C'est exactement ça. Et la conséquence sociologique de ça, c'est que la gauche s'est mise à mépriser les classes moyennes traditionnelles. Je veux dire les artisans, les paysans, etc. Oui, Parce qu'ils étaient attachés à leurs terres, à leurs petits métiers. du point de vue de cette gauche progressiste, ces gens-là étaient des réactionnaires qui refusaient la grande marche de l'histoire industrielle. Ce qui les a poussés direct dans les bras de la droite, en fait. Voilà. Et c'est super important de noter que les tout premiers socialistes, comme Pierre Leroux ou Charles Fourier, n'étaient pas du tout dans ce progressisme aveugle. Ouais, les sources mentionnent même les populistes russes. Eux, ils faisaient une critique radicale de cette modernité qui atomisait les gens, non? Absolument. Le socialisme des origines visait à défendre le principe communautaire, l'idée que l'être humain est un animal politique qui a besoin de liens locaux. Contrairement à l'idéologie libérale qui voit juste un individu isolé, ce que Marx appelait moqueusement les Robinsonades. Ouais, le mythe de Robinson Crusoe tout seul sur son île. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est cette croyance aveugle en la modernité qui empêche aujourd'hui la gauche de critiquer sérieusement les désastres technologiques. Alors attends, je t'arrête 2 secondes parce qu'il y a une objection évidente. Le progrès médical, les vaccins, la technologie qui réduit la mortalité infantile, c'est concrètement bénéfique, non? Bien sûr, Pourquoi le simple fait de célébrer le progrès serait intrinsèquement fatal pour le mouvement ouvrier? c'est une nuance cruciale. Michéa ne rejette pas le progrès technique utile. Évidemment que l'anesthésie ou l'eau courante, c'est génial. Ce qu'il critique, c'est l'idéologie du progrès. Le fait d'en faire une religion. C'est ça, le dogme qui dit que toute nouveauté technologique ou industrielle est par essence supérieure au passé et que ça justifie de détruire les liens sociaux, les métiers traditionnels et l'environnement. Je vois. Et une fois qu'on accepte que la croissance industrielle est une fin en soi, on ouvre la porte à une mutation fatale du capitalisme. Le passage du besoin réel au besoin artificiel. Ouais, parce que pour que la machine continue de tourner, le capitalisme a dû changer de nature. Il est passé de la production de valeurs d'usage, c'est-à-dire des choses dont on a vraiment besoin pour vivre. Des trucs utiles, quoi. Une bonne marmite, une chaise solide. Exactement. Il est passé de ça à la pure valeur d'échange. Des marchandises fabriquées uniquement dans le but d'être vendues pour générer du profit. Et ça, les sources l'illustrent avec un exemple historique frappant. Le cartel Phoebus en 1925. Ah oui, l'histoire des ampoules électriques. L'époque, Philips, Osram, General Electric, qui se réunissent secrètement. Leurs ingénieurs avaient créé des ampoules qui pouvaient briller pendant 2500 heures. Ce qui est une prouesse technique incroyable. Sauf que c'était un désastre commercial, les gens n'en rachetaient plus. Donc ils se sont mis d'accord pour saboter sciemment leurs propres produits et réduire la durée de vie à 1000 heures maximum. C'est l'invention pure et simple de l'obsolescence programmée. Et c'est ça le cœur du problème. Le système doit fabriquer de faux besoins pour écouler ses marchandises. Et comment il fait ça? Via la publicité. Qui crée une frustration permanente. Voilà, on te dit que ton téléphone de l'année dernière est nul parce qu'il n'a pas le triple objectif photo. Ça détruit l'environnement, ça détruit notre autonomie humaine. C'est un peu comme être sur un tapis roulant de salle de sport. On accélère sans cesse la vitesse du tapis, non pas pour arriver quelque part, mais juste pour éviter que la machine ne s'arrête. Ouais, quitte à s'épuiser totalement à la fin. Mais comment le système arrive-t-il à justifier philosophiquement cette absence totale de limite? Parce qu'il faut bien que les gens acceptent de courir sur ce tapis. C'est là qu'intervient l'outil intellectuel le plus puissant du capitalisme moderne, le libéralisme culturel. D'accord. Pour justifier un marché économique sans aucune limite, il faut créer une société qui refuse, elle aussi, toutes les limites culturelles et morales. Michéa utilise l'image du ruban de Mobius pour expliquer ça. Alors, explique-nous ce ruban de Mobius, parce que c'est une image forte des textes. Le ruban, c'est cette bande de papier qu'on tord avant de la coller, et qui n'a qu'une seule face au final, c'est bien ça? Exactement. Ces deux faces semblent opposées, mais en fait elles n'en forment qu'une seule en continu. Michéa nous dit que le libéralisme, c'est pareil. Ok. Comment ça s'applique en politique? D'un côté, tu as le libéralisme économique, qu'on associe généralement à la droite. Lui, il exige l'abolition des limites au marché mondial. Il veut la flexibilité, la dérégulation, les délocalisations. Le libre-échange total, quoi. Voilà.
Et de l'autre côté, tu as le libéralisme culturel, souvent associé à la gauche. Lui, il exige l'abolition de toutes les limites morales, traditionnelles ou géographiques. Tout ça au nom de l'émancipation individuelle. Donc la lutte contre les frontières, contre les structures familiales traditionnelles, tout ça? C'est ça. En fait, en détruisant la famille, la nation ou les traditions au nom de la liberté absolue, le libéralisme culturel crée exactement le type d'individu dont le marché économique a besoin. Ah, je vois. Un consommateur déraciné. Un consommateur complètement déraciné, ultramobile, qui n'est guidé que par ses seuls désirs égoïstes. Les deux libéralismes se nourrissent l'un l'autre. Les sources donnent un exemple hyper concret de ça avec le monde du football et l'arrêt Bosman en 1995. Ah oui, le principe de Bosman, comme l'appelle Michéa, c'est l'exemple parfait. Au nom du principe très de gauche de la libre circulation des travailleurs et de la non-discrimination, la justice européenne a interdit les quotas de joueurs étrangers dans les clubs. Et le résultat qu'est, ça a permis au capitalisme financier de complètement détruire l'équité sportive. C'est clair. Les clubs les plus riches ont juste acheté tous les meilleurs joueurs du monde. Michéa dit que c'est souvent comme ça. La gauche accomplit les basses œuvres du capitalisme à sa place, au nom des droits individuels. C'est terrible quand on y pense. C'est là que ça devient vraiment intéressant parce qu'attends, faut qu'on fasse attention ici. Étendre les droits individuels, combattre les discriminations, c'est fondamentalement pour la dignité humaine. Bien sûr. Est-ce que l'auteur suggère sérieusement de rejeter les droits humains pour contrer le capitalisme? Non, pas du tout. L'auteur ne rejette évidemment pas l'équité juridique ou la lutte contre les vraies discriminations. Ce qu'il pointe du doigt, c'est le fait que l'extension infinie du droit abstrait libéral, ça détruit une logique anthropologique profonde. Laquelle? Ce que l'anthropologue Marcel Mauss appelait la logique du don. Cette obligation morale immémoriale qu'on trouve dans toutes les sociétés humaines, donner, recevoir et rendre. L'entraide naturelle, l'oncle qui t'aide à déménager, les voisins qui se gardent les enfants. Exactement. Et le libéralisme culturel remplace toute cette chaleur humaine organique par des froids contrats juridiques. On ne se doit plus rien moralement en tant que communauté, on n'a plus que des droits opposables aux autres devant un juge. Ce qui neutralise la vraie solidarité. Et d'un point de vue marchand, c'est le jackpot. Si j'ai plus de communauté pour m'aider, je suis obligé de payer une entreprise de service pour faire la même chose. Mon isolement devient un marché. Tu as tout compris. Et face à ça, face à une gauche qui célèbre ce déracinement et une droite qui gère le marché mondial, quelle est la réaction des classes populaires historiques? J'imagine qu'elles se sentent complètement trahies. Totalement. Elles ont vu la gauche devenir le parti des nouvelles classes moyennes urbaines, des cadres dynamiques, une gauche obsédée par la transgression morale et le jeunisme, très loin des préoccupations matérielles des ouvriers. Et du coup, une grande partie de ce peuple s'est réfugiée dans l'abstention, ou pire, dans le vote de droite ou d'extrême droite. Ouais, mais attention, l'auteur précise bien, ce vote-là, c'est pas par nostalgie d'un ordre royal ou clérical. C'est pas un désir de retour au Moyen-Âge. C'est quoi alors? C'est un attachement profond à ce que George Orwell appelait la common decency, la décence commune. Ah oui, j'adore ce concept. C'est l'idée qu'il y a un sens inné des limites chez les gens ordinaires. Exact. La loyauté, le mérite, le refus de l'avidité sans fin et surtout l'entraide communautaire. C'est le socle moral des classes populaires. Mais le problème, c'est que la gauche perçoit souvent ces valeurs-là comme étant juste du populisme ou carrément de la réaction. Voilà. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que fait la droite moderne, les disciples de Hayek ou de Milton Friedman? Ah, le cynisme absolu. Ils instrumentalisent cyniquement ces valeurs populaires pendant les élections pour récupérer des voix. Ils parlent de famille, de nation, d'ordre. Sauf que leur programme économique, qui est basé sur la mondialisation et le libre-échange, c'est le premier destructeur de ces mêmes valeurs traditionnelles. C'est la droite qui ferme les usines et détruit les communautés locales. C'est une hypocrisie totale, oui. Cela soulève d'ailleurs une question importante. Comment on sort de cette impasse où les deux camps politiques principaux servent finalement le même système? C'est la vraie question. Alors, que signifie tout cela pour l'électeur ou le citoyen moyen qui se sent complètement pris en étau? On fait quoi? Eh bien, l'exploration de ces textes nous mène à une conclusion assez implacable. Le signifiant gauche, le mot lui-même, est devenu un obstacle. Un obstacle est pour fédérer les classes populaires contre le capitalisme? Oui, parce qu'il est intrinsèquement lié, aujourd'hui, à cette religion du progrès et de la croissance illimitée dont on parlait. Donc si on suit les sources, un nouveau mouvement social devrait carrément abandonner ce clivage obsolète gauche-droite. C'est l'idée. Il faudrait se refonder sur l'autonomie locale, le refus net de la croissance destructrice et la réhabilitation de cette fameuse décence commune d'Orwell. Et il y a des exemples de mouvements qui essayent de faire ça?
Les sources citent des mouvements comme les zapatistes au Mexique ou même les origines des mouvements des indignés. Ils tentent vraiment de sortir des étiquettes classiques pour repenser l'action collective à la base. C'est fascinant. Notre plongée touche à sa fin, mais je veux juste faire un bref rappel pour notre auditoire. Le but de cette discussion n'était pas de statuer sur le fait que Michéa a absolument raison ou tort. Non, l'idée c'est de mettre en lumière l'architecture impressionnante de sa pensée. Exactement. Ça permet de repenser nos débats politiques habituels sous un angle totalement nouveau. Honnêtement, après avoir lu ça, on ne peut plus écouter un débat politique ou regarder une publicité de la même manière. C'est clair. On commence à repérer les fils invisibles qui relient notre sacro-sainte liberté de consommer à la destruction des liens sociaux qui nous unissent. C'est une sacrée lentille pour lire le monde. Pour terminer, je voudrais laisser tout le monde sur une ultime réflexion. Un petit truc à méditer. Et je t'écoute. Si l'expansion infinie du marché d'un côté et l'expansion absolue des droits individuels de l'autre mènent toutes deux à une société d'individus totalement isolés les uns des autres, à quoi ressemble alors la vraie liberté ? C'est une question vertigineuse. N'est-ce pas ? Se pourrait-il que la liberté la plus radicale aujourd'hui ne consiste pas à briser toutes nos chaînes, mais plutôt à choisir consciemment quelles obligations et quelles limites nous lient humainement les uns aux autres ? Je vous laisse y réfléchir. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour une nouvelle plongée